Montréal. Il y a 9 ans, elle accueillait 50 millions de visiteurs à la prestigieuse Expo 67. En 1976, cette même ville a été l'hôte des Jeux de la 21e Olympiade. Cette ville de près de 3 millions d'habitants avait choisi de faire construire un complexe olympique distinctif entre tous. Une conception architecturale audacieuse, des travaux de génie avant-gardistes ont doté Montréal d'équipements sportifs exceptionnels, d'une indéniable valeur esthétique. Des milliers d'hommes, des centaines de machines ont collaboré à la réalisation de ce grand œuvre, dans des conditions rendues difficiles par le climat canadien et par l'urgence des délais impartis aux ingénieurs, entrepreneurs et ouvriers. Le stade domine l'ensemble du complexe. Il pourra accueillir plus de 70 000 spectateurs. Une fois terminé, le mât se dressera à 168 mètres, soit la hauteur de 50 étages. Le stade et le vélodrome avoisinant sont des exemples significatifs du génie moderne. Ils soulignent toutes les possibilités de la construction par voussoirs préfabriqués à joints conjugués collés, technique qui permet de réunir dans un même ouvrage l'élan structural et des formes d'une incomparable souplesse. Le terrain choisi pour y ériger les équipements olympiques dans l'est de Montréal est en pente douce. L'hiver, il fait les délices des adeptes du toboggan. L'été, c'est un parc de verdure apprécié des promeneurs. L'excavation débute. Un mur de soutènement permettra de retenir la glaise pendant le nivellement du terrain. Pelles, béliers, niveleuses se mettent à l'œuvre pour préparer ce terrain qui, malgré une multitude de sondages, réservera des surprises et imposera des solutions exceptionnelles aux ingénieurs. Enfin, au cours de 1974, apparaissent les premiers signes d'une structure. La forme du vélodrome se dessine. Il reste 2 ans avant les Jeux. Les travaux se poursuivent sans relâche, à une cadence accélérée. Fin novembre, le contour ovale du stade se discerne. Les fouilles pour les fondations du futur mât ont été remplies de béton. Mars 75, les bases des poteaux du stade ont été bétonnées. À la fin du printemps, des échafaudages s'appuient sur la base du mât et les arcs des demi-coques prennent forme. Tel un bouclier, la voûte du vélodrome se compose de 3 paires d'arcs reposant sur 4 butées, une d'elles servant de point d'appui à l'une des demi-coques adjacentes au mât du stade. Des poutres à double Y et des dalles de béton joignent les arcs. Une fois le tout post-contraint, il résulte une immense structure en dentelle de béton d'une superficie de 18 000 mètres carrés et dont la souplesse rivalise avec la grâce. Aucune colonne, un éclairage diurne émanant du toit et la beauté d'un coquillage marin. La même technique de construction servira dans les 2 demi-coques de chaque côté du mât à dégager l'air plancher des piscines. Pendant que se dressent les échafaudages des arcs, les butées d'appui se construisent simultanément. Les voussoirs précoulés des arcs sont ensuite posés selon une séquence qui respecte l'équilibre des poids et des forces. Véritable colonne dorsale du toit, ces grands arcs illustrent la beauté d'une ligne courbe. Côte puissante d'un triple thorax, des poutres en Y relient et renforcent les arcs. Des vérins hydrauliques joueront un rôle critique lors de l'ultime mise en place. Installés sur les butées, ces vérins serviront à soulever millimètre par millimètre l'énorme toit de béton, réuni en un tout rigide par les câbles. Les échafaudages enlevés, la voûte se soutient d'elle-même et repose sur ses points d'appui. Malgré son aspect souple et gracieux, le toit du vélodrome est extrêmement rigide. Les 142 voussoirs en béton précoulé d'une longueur d'environ 6 mètres ont un poids variant de 45 à 73 tonnes métriques. Le toit mis en place dès juillet 1975, l'aménagement intérieur du vélodrome débute. Du côté du stade, la base du mât et les demi-coques marquent déjà de grands progrès. Autour de l'enceinte, les poteaux qui soutiendront les voussoirs et les fléaux commencent à prendre forme.
Les énormes voussoirs précoulés arrivent à une cadence régulière d'une usine de béton préfabriquée située à quelques 32 km de l'emplacement du complexe olympique. Cette usine produit quotidiennement une grande variété d'éléments, dont chacun a une forme et des dimensions particulières. Du fait de la forme ovale du stade, tel voussoir aura sa contrepartie de l'autre côté du stade, mais deux voussoirs voisins ne seront jamais identiques. Le bétonnage de chaque voussoir se fait dans des cellules ajustables. L'armature est un enchevêtrement complexe et dense de barres d'acier qui englobent les conduites tubulaires des câbles de poste-tension. Le voussoir terminé est aussitôt acheminé au chantier olympique par fardier. Dès la pose d'un deuxième voussoir, l'orientation du poteau vers l'arrière devient perceptible. Cette courbe est le résultat de la combinaison des formes différentes des divers voussoirs. La courbe sera d'autant plus précise que le contrôle de la géométrie de chaque voussoir a été rigoureusement maintenu à l'usine. Lors de l'assemblage des voussoirs, une colle à base de résine d'époxy d'une force exceptionnelle cimente les joints, y compris les assemblages de mortaise et tenons. Les tolérances de fabrication permises, vu la masse de ces blocs, sont infimes. Elles ne dépassent pas quelques millimètres. La fin de l'été et le début de l'automne marquent une autre étape. La forme en console des supports du toit apparaît clairement. S'appuyant sur une base coulée en place, les poteaux, tout en se recourbant vers l'arrière, se dressent à 35 mètres. Les fléaux avant et arrière viendront s'équilibrer au sommet de ces poteaux. Le bas fléau vient compléter les fléaux supérieurs, après quoi on posera les poutres radiales avant qui porteront les gradins supérieurs. Suivront les suspentes, les poutres radiales arrière, les supports des rampes, ainsi que toute la charpente des niveaux inférieurs. Le bétonnage des voûtes des demi-coques est commencé. Structuralement indépendantes de la base du mât, ces voûtes s'y juxtaposent architecturalement. Toute cette enceinte de 10 000 m² doit desservir des disciplines fort populaires chez les fervents des jeux, natation et plongeon. Le complexe réservé aux épreuves aquatiques abritera 2 piscines de 50 mètres, une piscine de plongeon de 25 mètres, diverses piscines servant au réchauffement des athlètes et plus tard à la plongée sous-marine, ainsi que des gymnases, saunas, vestiaires, cafétérias, bureaux, salles de contrôle. Pour l'instant, toute cette visualisation d'avant-garde se résume à ceci: un fouillis inextricable de barres d'armature et de câbles de poste-tension. Entre-temps, une armée d'ouvriers s'y affaire, tous conscients des échéances inéluctables.
La demi-coque du côté est partage une butée avec le vélodrome. Les arcs de sa voûte recevront les poutres Concorde qui supporteront les lanterneaux en acrylique. Début octobre 1975. La forme en coquillage du stade commence à se préciser. Le stade mesure 480 mètres sur son axe principal et 280 sur l'axe secondaire. L'hiver amène des intempéries, mais le travail se poursuit sans relâche. Le cheminement critique des travaux détermine chaque phase de la construction. On a commencé la mise en place, au bout des fléaux, des énormes voussoirs de l'anneau technique. De 7 mètres de diamètre et pesant de 75 à 128 tonnes métriques, ces voussoirs comportent 2 niveaux, l'un pour le matériel de ventilation, l'autre pour l'appareillage électrique. Ils sont hissés à quelques 50 mètres de hauteur et fixés au fléau avant de chaque console. Juxtaposés les uns aux autres, les voussoirs formeront un anneau de 480 mètres de tour, qui, outre des fonctions utilitaires et architecturales, servira à consolider toute la structure. L'ascension est lente pour ces énormes voussoirs dont la forme rappelle un tronçon de fuselage d'avion. Il faut de l'adresse et d'infinies précautions pour bien positionner le voussoir d'anneau et l'assujettir au fléau avant. Des tenons coniques précoulés guident le voussoir d'anneau vers son point d'attache. Retenus d'abord par des câbles temporaires, les voussoirs deviennent autostables lorsque post-tensionnés par un réseau de câbles permanents et collés avec une colle époxydique plus forte que le béton lui-même. Les possibilités inouïes de la construction en béton par voussoirs préfabriqués ont permis de réaliser un complexe à la fois immense et d'une beauté plastique remarquable. Elles ont rendu possible, dans un domaine aussi exigeant que le génie architectural, les conceptions les plus audacieuses. Avec le parachèvement de l'anneau technique, la forme finale du stade se discerne mieux que jamais. Ces grandes structures dissimulent un réseau de câbles de post-tensionnement d'une longueur et d'une complexité incroyables. Nulle part cependant, dans tout le complexe, y a-t-il une concentration de câbles de post-tension pareille à celle que comprend l'énorme base du mât. Celle-ci mesure 191 sur 191 sur 120 mètres et dans ces milliers de tonnes de béton courant dans tous les sens, vertical, horizontal, diagonal, de grands câbles s'entrecroisent en un réseau fantastique, produisant des forces de compression d'une incroyable intensité, mais qui sont nécessaires pour réaliser le grand mât haut de 168 mètres et qui au surplus s'inclinera de 30 degrés au-dessus du centre du stade. Les lignes indiquent les parcours multidirectionnels des quelques 1500 câbles de post-tension logés au sein du mât et de son futur prolongement. Les flèches symbolisent les divers efforts de compression qui conjuguent leurs effets. Une fois la post-tension terminée, les bouts visibles des câbles sont coupés. Ces marguerites d'acier ne laissent guère deviner le rôle des câbles, qui, tels des muscles puissants, assurent la rigidité des éléments du mât. Des forces similaires s'exercent dans les deux demi-coques adjacentes au mât. Ici, des lanterneaux diaphanes reposant sur des poutres rappelant l'avion Concorde couvrent la voûte.
Sous cette voûte, des milliers de spectateurs pourront voir les meilleurs nageurs et plongeurs du monde se disputer les honneurs olympiques. La piscine de 50 mètres peut rapidement être adaptée aux dimensions requises pour une épreuve en particulier. Réparti sur 3 niveaux, l'ensemble du complexe de natation couvre maintenant 10 000 mètres carrés. 1500 cabines serviront aux athlètes, hommes et femmes. À la base du mât, les arcs principaux viennent s'appuyer sur un carrelage de coussins de néoprène posés sur les 2 butées avant du mât. Ce carrelage en néoprène se compose de 36 coussins individuels d'environ 1 mètre carré sur 18,5 cm d'épaisseur. Des tôles d'acier séparent les couches de néoprène, une tôle d'acier de 25 mm recouvrant l'ensemble des coussins. La construction d'un complexe olympique de cette envergure exige un déploiement comparable à celui d'une opération militaire. Sur le front ventilation, électricité, les spécialistes sont à l'œuvre. Ailleurs, un bataillon d'ouvriers pose des gradins et des rampes d'accès. Un autre régiment d'un autre corps de métier a déjà posé sur la moitié ouest du stade la toiture qui doit protéger du soleil et de la pluie les spectateurs des gradins supérieurs. Les opérations se déroulent sans arrêt et la logistique est assurée. Les pièces précoulées attendent à pied d'œuvre qu'on les mette en place. Du côté est du stade, on pose les gradins et derrière ces gradins, des rampes d'accès qui résonneront bientôt des pas de milliers de spectateurs venus assister aux Jeux Olympiques. Toutes les constructions en hauteur exigent la compétence de ces ouvriers spécialisés, les monteurs de haute charpente. Ignorant le vertige, ils travaillent à des altitudes à faire tourner la terre. Véritables nomades du bâtiment, ils parcourent le pays, se rendant là où leurs talents particuliers sont requis. Leur nonchalance apparente les fait sembler indifférents au danger, mais leur métier en est un de risque constant. À cette étape de la construction, il est encore possible de montrer ce que le visiteur ne verra jamais, des câbles de post-tension déjà tendus, ainsi que l'époustouflante multitude de barres d'armature et de câbles de tension qui consolident la base du mât. De même, chaque voussoir précoulé de la structure du stade est littéralement truffé de câbles omnidirectionnels dont l'ensemble lui confère une résistance inouïe. Oublieux du vertige, les monteurs spécialisés ajustent et soudent à 20 étages au-dessus du sol les corbeaux qui fixeront les panneaux du toit au fléau de la console. Parmi les éléments précoulés qui s'intégreront au stade figurent de grandes goulottes qui recueilleront le formidable débit des eaux de pluie. La mise en place de ces pièces très longues, très lourdes, très encombrantes exige beaucoup de précision de la part des ouvriers. D'ici quelques mois, il faudra qu'ait pris fin l'incessant défilé de matériaux et d'équipements, et que le grand stade soit prêt à accueillir les athlètes et les spectateurs du monde entier. Les bâtisseurs des grandes cathédrales ont réussi des merveilles avec la pierre taillée, mais jamais ils n'auraient pu imaginer les formes audacieuses que permettent l'utilisation ultime de cette superbe pâte à modeler qu'est le béton. Aucune colonne,
ni autre obstruction ne vient gêner la vue dans cette vaste enceinte de 172 mètres sur 130. La lumière du jour pénètre à profusion par les lanterneaux translucides, évitant la nécessité d'un dangereux éclairage latéral. Les poutres en double Y qui les soutiennent s'amenuisent à aussi peu que 10 cm dans certains cas. Leur longueur varie entre 16 et 34 mètres. Les plus lourdes pèsent 55 tonnes métriques. Lorsqu'on rangera le dernier outil, ce vaste complexe olympique aura englouti 300 000 mètres cubes de béton et plus de 30 000 tonnes métriques d'acier. Un soleil radieux permet de mieux admirer le fruit de 3 ans d'efforts. Un complexe olympique d'une beauté impressionnante. Le génie des architectes et des maîtres ingénieurs lui a conféré une élégance aérienne et fluide qui fait oublier l'incroyable masse de béton et d'acier qui a servi à sa réalisation. Le gigantesque stade est entouré d'un cadre digne de lui, fait de verdure et de fleurs, de cascades miroitantes et de grandes promenades. Afin de résister aux forces latérales qui pourront s'exercer, tremblements de terre, grands vents, traction des câbles d'acier qui soutiendront le toit mobile et le reste, le toit permanent du stade présente tous les éléments de rigidité latérale nécessaires. Des groupes de fléaux sont réunis en plots, renforcés transversalement à l'arrière par des voiles minces en béton et à l'avant par des plaques d'acier à toutes les 2 consoles. Un tronçon de l'anneau technique vient fournir le dernier élément de consolidation structurale. Une fois terminé, ce système de contreventement offrira une résistance optimale à tous les efforts latéraux. Les câbles du mât serviront à mettre en place et à retenir le toit vélum en matière textile qui couvrira l'ouverture ovale. Le jour JO approche et la cadence se maintient. Il reste des tâches. Bétonner les dalles promenades. Planter des fleurs. Une dernière soudure. Destiné à des fins utilitaires, circulation des véhicules et passage des piétons, le viaduc de la rue Sherbrooke constitue un bel exemple de ce mariage de l'esthétique et du pratique qui caractérise le complexe olympique de Montréal. Une vue en plan montre la forme générale du viaduc qui rappelle l'immense pont d'un porte-avions. Une travée de 132 mètres repose sur les 4 points d'appui d'un tétraèdre et sur 2 piliers transversaux classiques, dont l'un sert de point stabilisateur. Le tétraèdre doit constituer un point d'appui au profil gracieux et léger. Des joints souples en téflon portent de lourdes charges, mais le poids principal du viaduc est soutenu par une grille de nervures post-tensionnée par de gros câbles, comme dans le stade. Les flèches indiquent la portée libre de la travée non soutenue. À la gauche du tétraèdre, un ballast de béton lui fait contrepoids. Des câbles de post-tension transversale viennent ajouter à la stabilité longitudinale. Cette structure complexe dont la forme géométrique change sur toute sa longueur est le résultat de calculs à l'ordinateur poussés à l'extrême. Là où ce recours était impossible, des solutions empiriques assuraient la sécurité voulue. Avec ses corbeilles à fleurs, la promenade en porte-à-faux remplit une fonction délibérément esthétique. Elle offre aux visiteurs la plus splendide des perspectives du stade olympique et des contreforts de la grande tour à venir. Cette aire immense et bien dégagée comprend de superbes piscines. L'essai en a été fait lors d'exercices pré-olympiques.
Située sous la base du mât, la piscine principale est entourée d'une vaste aire spectateur. S'y ajoutent tous les accessoires modernes, chauffage, climatisation, éclairage, aération. Les plongeurs ont droit à un petit luxe, un ascenseur en plexiglas qui les amène au niveau de leur choix. Et pour les journalistes et commentateurs, tant canadiens qu'étrangers, des équipements d'un niveau technologique sans précédent. La grande piscine de 50 mètres et la piscine de plongeon, ainsi que tout le complexe de natation compris dans la base du mât et les 2 demi-coques avoisinantes, servent ici à une expérience de rodage. Pendant que les athlètes préfigurent leur performance au jeu, des gardiens, des ouvreuses, des guichetières s'adaptent à un stade aux proportions héroïques. Les sculptures en bronze qui orneront ces fontaines sont l'œuvre d'un artiste canadien célèbre. Des lanterneaux modulaires en acrylique moulé éclaireront les rampes d'accès au parking souterrain. En attendant la pousse des racines, des piquets retiendront la tourbe sur ces talus en pente raide. L'immense toit du vélodrome, en forme de coquillage, sans appui intermédiaire entre ses 4 butées, impressionne par son audace. Mais il est aussi un ravissement pour l'œil, avec cette multitude de lanterneaux en acrylique qui inondent de lumière la piste et les sièges des spectateurs. Disposés en groupe au-dessus des sièges, les modules de chauffage et de ventilation assureront le confort des athlètes et des spectateurs en toute saison. Des fenêtres panoramiques sur toute la longueur du vélodrome donnent aux halles un aspect accueillant. La vitesse étonnante que les champions cyclistes peuvent atteindre s'explique par l'angle d'inclinaison de la piste où les forces de la gravité s'allient à l'effort musculaire. La piste est faite d'un bois africain choisi pour la qualité de son grain et pour ses propriétés hygrométriques. Au-dessus de l'aire centrale, une passerelle technique porte les modules d'éclairage et assure une illumination uniforme et abondante sans gêner la vue des spectateurs. À l'extérieur, de jolies fontaines dans lesquelles se reflèteront des sculptures de bronze remplissent des fonctions esthétiques. Avec son allure de dessert de gélatine, le dôme du Puy de Lumière joue aussi un rôle utilitaire. Enfin terminé, le gigantesque stade n'attend plus pour remplir son ultime vocation que les vivas et les applaudissements des 70 000 spectateurs qui salueront l'établissement de nouveaux records olympiques par les héros de la 21e Olympiade. Muet pour l'instant, le grand stade semble retenir son souffle. Sous les gradins, on aperçoit les énormes poutres radiales avec leurs puissants bracons inclinés, ainsi que les rampes d'accès en U. De grosses suspentes en acier fixées dans les fléaux arrière soutiennent les promenades supérieures.
les collets de retenue sont non moins massifs et puissants. Le spectateur le moins averti ne pourra pas rester insensible à l'originalité des formes, mais il ne se doutera pas de la force que dissimulent ces poteaux arqués, ces voiles minces croisillonnés qui s'articulent en un tout d'une incroyable rigidité. Cette porte d'accès permet aux préposés à l'entretien de monter jusqu'au sommet des poteaux. De là, un couloir aménagé dans les fléaux à vent les conduit jusqu'à l'anneau technique du stade. Le couloir débouche au niveau inférieur de l'anneau technique, celui de l'appareillage électrique. Une échelle donne accès au niveau supérieur, celui du matériel de chauffage et de climatisation. C'est en kilomètres que se mesurent les multiples couloirs d'accès sillonnant la charpente du stade. Même le profane peut s'imaginer les difficultés d'entretien qui se poseraient sans ces couloirs. Débouchant sur le terrain olympique même, 2 gares du métro de Montréal permettent d'y accéder rapidement et confortablement de tous les coins de la ville. Le visiteur descendant du métro a au fait de gagner le cœur de l'immense complexe. De là, tout en déambulant sur de larges esplanades, il pourra contempler d'un œil admiratif ce que l'on a appelé l'expression plastique, insolite, créatrice et novatrice du génie architectural. Expression qui a mis 3 ans à se concrétiser dans ces admirables structures aux galbes fascinants. Le tout avait commencé à l'été de 1973 dans un terrain vague à aménager. Au printemps de 1975, les premières consoles apparaissent. À l'été, les poutres radiales commençaient à s'y greffer. Dès décembre 1975, l'on commençait à poser des voussoirs de l'anneau technique, qui sera parachevé en mars 1976. Il ne restera à terminer plus tard que le grand mât du stade. Le grand jour approche. La veille de l'ouverture, des coureurs se relaient pour porter la torche olympique d'Ottawa à Montréal. « 17 juillet 1976. Vibrante d'enthousiasme, une foule de spectateurs aux vêtements multicolores a envahi les gradins. Pas une place n'est restée libre. L'équipe canadienne participe fièrement au défilé d'honneur. Grâce à l'électronique, le monde entier verra arriver cette flamme olympique. À son entrée au stade, l'air est déchiré par les acclamations. Un effort collectif incroyable étalé sur 3 ans trouve enfin sa justification. Au moment où s'allumera la vasque, un grand rêve commencera à se réaliser. L'immense Paris olympique a été magnifiquement tenu. Dans un site grandiose, les Jeux de Montréal font une entrée triomphale dans les annales de l'histoire.